Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hervé Fischer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, artiste, écrivain. Vous êtes l'initiateur de l'art sociologique, mais aussi du tweet art ou du tweet philosophie. Vous êtes le fondateur de la Société internationale de mythanalyse. Vous avez publié une vingtaine de livres sur le numérique, parmi lesquels La pensée magique du net que vous venez de publier en France et La divergence du futur que vous venez de publier au Canada, là où vous vivez. Vous êtes également membre du réseau de l'Observatoire mondial NetExplo. Alors on pourrait philosopher pendant des heures aujourd'hui ensemble et on serait ravis de le faire. Malheureusement, nous n'avons que 30 minutes, donc on va essayer de tout aborder à deux. Qu'est-ce que Socrate, première question, qu'est-ce que Socrate ou Platon auraient pensé des objets connectés d'après vous? Est-ce qu'on sort de la caverne grâce aux objets connectés? La question est un peu dure. Les pauvres, heureusement pour eux, peut-être ils n'avaient pas besoin d'y penser, mais ils avaient d'autres symboliques. C'est-à-dire que, par exemple, dans la caverne, les hommes étaient attachés au fond dans l'obscurité, ne pouvaient pas enchaîner, ne pouvaient pas se retourner, et seul le philosophe pouvait regarder les idées pures dans le ciel. Donc, c'était des liens symboliques. Il faut bien voir que le monde ancien fonctionnait beaucoup sur les liens magiques ou symboliques. Donc, un objet connecté, c'était par exemple un gris-gris qui vous connecte avec vous-même, avec le chaman et avec l'objet qu'on veut torturer, ou l'amour, la femme qu'on veut conquérir, ou bien dans ce qui est tous la religion, ce sont des liens symboliques, on est connecté avec Dieu, avec ses saints. On est donc tout à fait dans un autre domaine que celui de la technologie actuelle. Donc les objets connectés remplacent Dieu et remplacent les mythes, finalement. Là, vous y allez un peu vite, mais disons que c'est très important de passer d'un monde connecté symboliquement, magiquement, à un monde où c'est la technologie qui fait le travail. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une magie du numérique qui est absolument puissante, d'ailleurs dont des chamans autrefois n'auraient jamais osé rêver, parce que maintenant on peut se connecter à distance d'une façon en temps réel, d'une façon extraordinairement en haute résolution. Mais ça maintenant, on ne l'attribue plus à des esprits, des malins génies, on l'attribue à notre capacité humaine de bidouiller les logiciels, les algorithmes. Oui, c'est-à-dire qu'on ne nous aurait pas cru, nos ancêtres ne nous auraient pas cru si on leur avait dit dans 100 ans on pourra faire ça, et en fait c'est là. Regardez ce que j'appelle le silex intelligent, c'est-à-dire ce qu'on appelle en bon français le smartphone. C'est un objet qui vous connecte quasiment au monde entier, et au fur et à mesure que vous ajoutez des périphériques, des fonctions, c'est de plus en plus totalisant. Et ce n'est pas plus grand que le silex de l'homme de Cro-Magnon, mais vous vous rendez compte la différence de pouvoir dans la main qu'a aujourd'hui un homme avec son silex intelligent par rapport à un chaman d'il y a 60 000 ans qui récitait des formules, qui avait des rituels, et pour faire tomber la pluie ou faire venir le mammouth. On est vraiment dans une autre époque, et là, le monde est de plus en plus ce qu'on appelle un hypertexte, c'est-à-dire un système complètement connecté à l'intérieur de lui-même, tout bord. Alors, est-ce qu'il existe une notion philosophique de l'objet? Et du coup, qu'est-ce qu'un objet connecté d'un point de vue philosophique? Oui, là, il y a des gens qui ont une pensée un peu apocalyptique, et d'autres qui ont une pensée joyeuse et dionysiaque. Si vous prenez par exemple Jean Baudrillard, un des grands philosophes de la postmodernité, pour lui on était tellement connectés que finalement on était cannibalisé par l'écran et par tous les objets, tous les gadgets qui sont liés à l'écran. Alors c'était même plus la société du spectacle de mai 68, des situationnistes, c'était vraiment le gouffre dans lequel on était aspiré par tout l'écosystème du numérique. Et là, c'était pour lui, c'était l'aliénation totale. On peut prendre un point de vue tout à fait contraire, celui de la joyeuse magie, où on a aujourd'hui, grâce au numérique, toutes les informations. Je peux choisir mon vin avec mon silex intelligent, je peux choisir une crème de beauté, je peux connaître la météo à Montréal, je peux n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où.
Et alors là, grâce à la géolocalisation aussi, qui est un phénomène incroyable. Alors, il y a un basculement. Alors, je vais lire un passage d'un de vos articles qui m'a marqué. L'âge du digital réactive nos mythes les plus profonds. Nous nous connectons au web avec la nostalgie fétale du liquide amniotique. Nous tétons le monde numérique comme le bout du sein et ses substituts, la sucette, la cigarette et aujourd'hui le tweet, qui nous donne le sentiment d'exister en nous liant planétairement au corps virtuel de la société. Donc, si je comprends bien, la société serait donc le corps, un corps tel que le corps d'une femme. Le tweet, le like, le commentaire seraient les tétons, ce à quoi on s'accroche, et qui viendrait faire écho à ce qu'il y a de plus archaïque chez nous. Oui. C'est à ce point-là addictif. Oui, je vais préciser un peu cette idée. On est dans une société de masse. Et dans cette société de masse, il y a une très grande fragmentation. Les individus n'ont plus la solidarité organique qu'on peut avoir dans un petit village, dans une tribu. Donc il y a un extraordinaire développement des solitudes individuelles. D'une façon compensatoire, comme il arrive souvent dans l'évolution de l'espèce humaine, nous avons développé toutes sortes de capacités de nous connecter. Et par exemple, Facebook, si je dis j'aime, et que j'ai 26 millions de j'aime sur la page Facebook de Coca-Cola ou de je ne sais pas quelle autre marque, là, j'ai l'impression d'être connecté. Mais connecté à quoi? En fait, l'important, c'est d'être connecté. On ne sait pas très bien quoi. Autrement dit, on a un besoin, les jeunes en particulier, mais même à mon âge, on a un besoin de se connecter au corps social, qui est comme une sorte de substitut du corps maternel. Et quand je dis, je vais fumer un tweet. Bon. Je vais fumer un tweet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit bébé, il tétait sa mère. Ensuite, il tétait la tétine. Puis après, les bonbons. Puis après, la gomme à mâcher. Puis après, la cigarette. La cigarette, c'est complètement symbolique. C'est vraiment un lien avec la société. On dit j'existe et puis on envoie des messages vides, des volutes de fumée bleutée. Et le tweet, c'est une manière de dire à des gens qui vous suivent, qui ne vous lisent pas nécessairement, même qui vous lisent rarement, parce que le flux est très rapide. J'existe, réponds-moi pour me dire qu'effectivement j'existe, que tu m'as bien vu. Et donc le tweet, en fait, est aussi vide qu'un volute de fumée de cigarette, mais c'est le lien symbolique virtuel avec le corps social, donc avec la nostalgie du corps du fœtus par rapport à la mère. C'est ça qui fonctionne au point de vue de ce que j'appelle la mythanalyse. C'est une connexion qui est quand même illusoire. Est-ce que les gens s'en rendent compte? Non, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte, ils vivent cette grande illusion. Et même cette illusion peut être thérapeutique. Prenez le cas d'un autiste. On a fait beaucoup d'expériences avec des autistes. Bon, il y a différentes catégories d'autistes, donc il faut bien être prudent. Mais des autistes avec lesquels qu'on a pu reconnecter avec un personnage virtuel sur un écran de télévision. Là, dans l'intimité de l'écran, il y a un film qui est très connu là-dessus. L'autiste est capable de dialoguer avec cette femme synthétique en 3D sur l'écran et commencer à dialoguer avec elle. Et c'est une étape pour qu'il puisse ensuite parler éventuellement avec des vrais... Parce qu'après, il veut rencontrer la fille synthétique de l'écran. Et donc, un processus de guérison. Et c'est très important, le lien... On comprend quand même qu'elle est virtuelle. Oui, tout est illusion, tout est émotion. On vit paradoxalement dans un monde très quantitatif, pragmatique, on a des tableaux statistiques. En réalité, on vit dans un monde imaginaire, d'émotions, de désirs, de demandes d'amour, de frustration. L'érotisme y contribue abondamment, évidemment. Mais le succès des réseaux sociaux, qui est faramineux, que personne n'avait vu venir à ce point, avec cette rapidité, c'est le diagnostic de la solitude de tout un chacun, et en même temps, c'est vraiment l'indication que nous sommes tous en demande. En demande d'amour, finalement, pour résumer. Alors, il y a différentes formes d'amour, mais c'est ça dont il s'agit. Alors, justement, à ce sujet, Rose demande, pourra-t-on un jour avoir une histoire d'amour avec un objet connecté? Il y a déjà, je me rappelle, je reviens du Mexique, j'ai vu un article en disant que
Bientôt, on fera l'amour avec des robots. Évidemment, on ne risque pas d'attraper des maladies sexuelles et puis on ne risque pas d'être déçu par les sentiments, la personnalité différente puisque le robot est programmé. C'est clair que les personnes âgées au Japon, on leur offre des pets, c'est-à-dire des petits animaux domestiques qui sont des petits chiens Sony ou autres, qui réagissent à un certain nombre de programmes qui fait que ça donne une compensation à la solitude d'une personne âgée avec un petit animal qui est une pure mécanique électronique, mais qui va donner l'illusion à ce vieil homme, à cette vieille femme, de ne pas être seul. On vit dans l'illusion. Hein. Alors justement, Gwenaëlle demande, est-ce que grâce aux objets connectés, un jour, on arrêtera d'être seul? Est-ce que ça soignera les maux de la société, y compris la solitude? Oui, bah c'est ça beaucoup l'idée. Sauf que on pourrait dire inversement que la solitude, c'est aussi quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. C'est-à-dire, à force d'être, disons, projeté ou aliéné dans des objets, dans des écrans, dans des sites web, dans des personnages qu'on se fabrique sur les réseaux sociaux, on est dans un monde derrière l'écran qui est beaucoup plus euphorique, qui est beaucoup plus satisfaisant, où il n'y a pas de souffrance, de résistance, mais en même temps, on a du mal à revenir sur Terre. Et là, ça crée une dépendance. Et ça, c'est un problème qui est de plus en plus évident. Et donc, il ne faut pas diaboliser, mais il ne faut pas non plus voir des miracles pour sauver l'humanité. Alors, on en est qu'aux prémices, finalement, des objets connectés. En quoi et comment est-ce qu'ils pourraient changer le monde? Ça, c'est une très grosse question. Aujourd'hui, on a deux mondes. On a un monde, le vieux monde, qui est le monde tactile, celui qu'on touche avec les mains, qu'on voit avec les yeux, la bêche, le râteau. Au point de vue scientifique, ça ne dit plus grand-chose. Parce que l'ADN, les gènes, les corps célestes lointains, les quarks, la mécanique quantique, tout ça, ce n'est plus que des fichiers numériques. Alors, le monde des fichiers numériques, c'est un peu comme le monde platonicien de Platon qui disait, bon, il y a l'idée du chat, et les chats sur Terre ne sont que de vagues reflets inférieurs à l'idée du chat. Aujourd'hui, on a deux mondes. On a le smart monde, le monde intelligent qui englobe de plus en plus tout et qui va de plus en plus être totalitaire. Alors, il englobe aussi bien des problèmes de santé, des problèmes d'urbanisme, des problèmes de politique, des problèmes de tout. Et inversement, on a un vieux monde qui passe un peu dans l'obscurité, comme au fond de la caverne, dans le mythe de Platon, dont on se dit que ce monde-là, bon, il faut bien qu'il continue, mais il n'est pas intéressant parce que intelligent, ça veut dire chargé de beaucoup d'informations instrumentales. Et c'est évident que le monde terre-à-terre, le plancher des vaches, bon, ça devient comme une sorte de nostalgie d'un vieux monde pour les week-ends, mais le monde du travail, de la science, de l'économie, tout ce qui est important, ben, c'est le smart monde. Et c'est le monde intelligent. Et c'est une grande illusion de croire qu'on a comme ça un monde bête et un monde intelligent. On a un monde plus instrumentalisé que l'autre. Les deux sont nécessaires. Mais le fondement du monde instrumentalisé, c'est bien évidemment le plancher des vaches. Il y a des gens qui migrent comme ça en apesanteur sociologique, qui croient que tout se passe désormais dans le monde intelligent. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un jour un point de rupture? Je pense notamment à ces blogs qui commencent à fleurir un peu partout sur le net. Comment se déconnecter? Ben oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour on va atteindre ce point de rupture où on va voir apparaître, et je crois que c'est déjà le cas d'ailleurs, des burn-out numériques? Ben oui et non, parce que les nouvelles générations, pour eux, c'est devenu ce qu'on appelle les natifs. Pour eux, c'est devenu leur oxygène normal, leur air normal. Et en fait, ce qui se passe plutôt dans l'ensemble, c'est qu'on hybride les deux. Là, j'ai donné une opposition entre le monde intelligent et le monde obscur. Mais en réalité, maintenant, on a une sorte de phénomène virtuel où les deux mondes sont harnachés l'un à l'autre. Et on s'en va vers cette sorte de situation hybride. Elle n'est pas détestable, elle n'est pas invivable, mais c'est sûr qu'elle crée une énorme dépendance ou aliénation. Moi, je suis un philosophe né à Paris qui vit à Montréal depuis 35 ans, donc je connais la vie intellectuelle parisienne. J'ai été vraiment dans
les chapelles parisiennes comme on ne veut pas y être. Et puis j'ai connu l'Amérique du Nord où les idées, ça ne vaut pas cher. Ce qui compte, c'est la technologie, ce qui compte, c'est le résultat économique et pragmatique. Ce qui fait que vous avez des grincheux en Europe et vous avez des gourous optimistes et un peu bêtes en Amérique du Nord. C'est assez vrai ce que je dis. Hein? Et j'ai la chance d'avoir un pied de chaque côté de l'océan Atlantique, donc je suis un peu grincheux par rapport à l'ingénuité des utopistes nord-américains. Et ici, j'apparais comme un optimiste naïf. Mais je pense que j'ai la bonne position. C'est un bon compromis. C'est une bonne position. Alors, on voit arriver avec les objets connectés de nombreuses et nouvelles discriminations. Je pense notamment aux assureurs et hôpitaux américains qui prévoient, donc pas tous, hein, mais certains, de se baser sur les données, la data des objets connectés pour ajuster des nouvelles offres. Est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître des dérives? Oui, ça c'est vraiment quasiment diabolique. Par exemple, vous achetez des lunettes Google. Magnifique. Bon. Mais les lunettes Google vont enregistrer tout ce que vous regardez, tous les gens que vous rencontrez. Et bientôt, toutes vos réactions. C'est-à-dire que vous êtes en train de nourrir d'immenses banques de données, ce qu'on appelle le big data, où vous avez finalement, avec les achats de cartes de crédit, les déplacements de votre téléphone, etc., en géolocalisation quasiment permanente, vous avez une sorte d'immense Everest de données personnelles. Il ne faut pas croire que parce qu'il y en a tellement, finalement, on reste libre parce qu'ils ne peuvent pas tout gérer. Ce n'est pas vrai parce que maintenant, on a des processeurs et des algorithmes qui permettent de gérer en temps réel des millions, des milliards de données. Alors, le big data, c'est devenu maintenant la tarte à la crème de la gestion du prix des sièges dans les avions, qui varie toute la façon de faire du marketing ciblé, etc., etc. C'est très, très efficace. Mais en même temps, c'est très redoutable parce que, d'une façon invisible, nous sommes constamment tagués. Il s'écrit des historiques de nos relations humaines, de nos faits et gestes, de nos navigations sur le web, de ce qu'on achète, de ce qu'on n'achète pas, qui deviennent vraiment... jamais, même les agences secrètes des pires dictatures n'ont disposé de pareils outils sur chacun de nous. Alors, précisément, pour l'instant, en tout cas en Europe, en tout cas au Nord-Atlantique, il n'y a pas de problème de dictateur. Demain, il y a le pire dictateur qui prend le pouvoir. Ce serait catastrophique. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour l'humanité? Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, dans les décennies à venir, avec toutes ces données, avec Nous vivons dangereusement. Et regardez que les dictateurs qui existent dans certains pays, qui existaient en Syrie, qui existent encore en Syrie, qui existaient en Libye et certains autres pays, disposent déjà de logiciels que leur vendent les Américains, les Anglais, les Français, les Canadiens, qui leur permettent de tracer tous les faits et gestes des blogueurs qui défendent les droits humains, la liberté d'expression, et qui permettent vraiment de réunir toute l'information sur un gars qui est quelque part dans sa hutte avec sa connexion et de le mettre en prison. Et c'est nous qui vendons ces systèmes à ces dictateurs. Et des dictateurs, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais on voit bien que ça revient avec chaque pluie. Alors donc, c'est un énorme problème. Il y a un énorme problème entre démocratie et technologie numérique, entre respect de la vie privée et technologie numérique. Et pour l'instant, ni les parlements, ni le droit, ni le droit international, parce que vous pouvez faire ça de n'importe où, dans les républiques de bananes. Donc, on est vraiment à risque aujourd'hui, au point de vue politique. Il y a un enjeu majeur, mais comme c'est assez invisible... Absolument. Quand bien même il y aurait des législations mises en œuvre, est-ce qu'ils peuvent l'arrêter? On voit bien que les pirates font absolument ce qu'ils veulent. Ils ont piraté les plus grands sites. Absolument. Il n'y a pas de barrière. C'est un débat tout à fait d'actualité, parce qu'actuellement, il y a des lois qui empêchent les services de renseignement de secret par rapport aux terroristes, par exemple, d'accéder à des données. Et ces services secrets, qui ne sont pas, disons, dans une ambiance sanctifiée, ils essayent de traquer tout. Or, actuellement, est-ce qu'on va donner accès à ces services secrets
à toutes les données de Facebook, de Google, etc., pour leur permettre parce que les réseaux sociaux actuellement sont une plateforme de développement, de diffusion de la propagande intégriste et islamique terroriste épouvantablement efficace. Épouvantablement efficace. Et actuellement, il y a un problème de droit majeur. D'ailleurs, ce dont on parle en gouvernement ici, puis au Canada pareil. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un équilibre pour respecter la liberté privée tout en protégeant les citoyens? C'est un nouveau problème. Le numérique d'une nouvelle époque, ça pose des problèmes complètement nouveaux. Bon, là, on parle du scénario catastrophe, mais pourtant, vous êtes plutôt optimiste. En tout cas, dans vos écrits, vous parlez notamment de conscience augmentée. Oui. Ça, c'est plutôt le côté positif. Qu'est-ce que c'est? C'est très important. On parle beaucoup de réalité augmentée, c'est-à-dire à partir d'une photographie que vous faites avec votre téléphone intelligent, vous avez des liens qui vous donnent toutes sortes d'informations sur l'architecte du château de Versailles, sur l'époque où Van Gogh a peint ce tableau, etc., etc. Donc ça, c'est la réalité augmentée, ou des médias enrichis. Mais ce qui est très important, et encore beaucoup plus important, c'est que vous et moi, désormais, en temps réel, grâce aux liens, grâce aux médias électroniques, nous savons ce qui se passe partout dans le monde. Là, quelqu'un a été fouetté, là, une femme a été lapidée, là, il y a un tremblement de terre, là, il y a un effondrement à cause des inondations sur un village, etc. Nous savons tout le temps en temps réel, nous pouvons savoir tout le temps en temps réel tout ce qui se passe de catastrophique. Donc, nous développons nécessairement ce que j'appelle une conscience planétaire, augmentée par la somme d'informations gigantesques qui nous débordent en temps réel de tout ce qui se passe sur la planète. On ne peut pas recevoir cette somme d'informations constamment sans prendre un sentiment d'émotion quand il y a une catastrophe, d'indignation quand il y a un scandale. Et donc, développer un sentiment de responsabilité. D'ailleurs, on voit bien, s'il y a un tsunami, aussitôt il y a plein de gens qui le savent, ils envoient immédiatement de l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est une conscience planétaire que nous développons grâce au numérique. Et ça, c'est un point très, très, très positif. Et ça développe un sentiment de responsabilité et ça développe, moi, ce que j'appelle une éthique planétaire. Et finalement, ça pourrait être un rempart à ce qu'on vient de dire, aux dictatures, aux abus. Ça doit être. Ça doit être. Et on voit très bien que les mouvements marginaux sont capables, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine des droits humains, sont capables d'arrêter des dictateurs, sont capables de libérer des personnes outragées, sont capables de bloquer un projet, on va dire, mortel. Alors, écocide, on dit, hein, comme on dit génocide, maintenant on peut dire écocide. Très bien, je ne le savais pas. Alors, il nous reste très peu de temps et il nous reste beaucoup de questions. Céline demande quel rôle remplissent les objets connectés et que viennent-ils remplacer symboliquement? On le disait tout à l'heure, c'est finalement les cigarettes. Ma petite maman. Votre petite maman, voilà. Tout simplement. Alors, comment la philosophie aborde l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si on va pouvoir répondre. Oui, mais je veux dire en 2 mots là, hein, parce que ça c'est facile comme question. L'intelligence artificielle est gigantesque, en développement en plein essor. L'intelligence humaine est aussi grande que la bêtise humaine, mais ce sont 2 intelligences de nature complètement différente. L'intelligence, on va dire, physiologique a des modalités, des modes de fonctionnement qui sont capables d'aller en rupture avec une programmation linéaire, qui sont capables de contester un programme, tandis que l'intelligence artificielle fonctionne d'une façon beaucoup plus linéaire, même si c'est arborescent. Elle peut beaucoup plus calculer beaucoup plus loin, mais elle ne peut pas prendre des décisions morales, éthiques, de rupture. Ça répond donc à une autre question qui est, les robots auront-ils un jour une âme? Oui, certainement que les gens vont le croire. Ça les aide. Mais vous savez, moi, l'âme, pour moi, c'est une illusion qui date de l'humanité. Alors, si on en a donné à nous, on peut bien en donner aux robots. Moi, je ne crois pas à l'âme de personne. D'accord. Donc, avec cette définition, effectivement, les robots auront un jour sûrement, une âme. Sûrement, ce sera un peu plus cher. Dernière question, est-ce que les objets connectés rendent heureux ou pourraient rendre heureux? Absolument, absolument. Moi, je suis très heureux avec tous mes gadgets.
Et puis je vois mes petits-enfants pareil. Mais ça me donne des facilités. Quand je communique avec Skype, moi j'ai des petits-enfants à Pékin, à Dallas et à Hong Kong. Bon, on pourrait dire c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais avec Skype, j'assiste au cadeau du 25 décembre au matin devant le sapin, où que ce soit. Et, non, c'est extraordinaire ce que cela peut contribuer à la vie familiale, aux relations amicales, à... Bon. Il faut rester positif. Quand on a une bonne laryngite comme moi, on va sur Internet voir le remède. Ça va plus vite qu'aller voir le médecin. Donc ça soigne tous les maux. Restez avec nous, Hervé Fischer. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Marion Hucalvez, bonjour, salutations faites. Vous êtes responsable marketing et communication chez Giroptique, bienvenue. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est Giroptique? Alors Giroptique, c'est une société qui est née il y a un peu plus de 6 ans maintenant, de l'idée que quand on pense en fait à la photo et à la vidéo, depuis maintenant presque 200 ans d'histoire de la photo, on a toujours eu une contrainte essentielle, c'était celle du cadre. On est toujours limité par un simple cadre pour ne capter finalement qu'une fraction de son environnement quand finalement ce qui nous entoure est bien plus vaste. Alors, finalement, c'est une caméra 360. Est-ce que c'est de la réalité augmentée? Alors, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va juste permettre de faire sauter cette barrière initiale. Et en fait, avec un système à plusieurs optiques qu'on peut retrouver sur une caméra standard, sauf que cette fois, on en a 3, qui permettent de capturer à la fois tout ce qui se passe autour, au-dessus de vous, un peu en dessous aussi. Donc, vraiment comme un globe, quoi. Exactement, 360. Comme un globe. Mais on capture vraiment la réalité telle qu'elle est. Ce que ça permet, c'est ensuite, plutôt que d'avoir à chaque fois d'être passif et de regarder une photo ou une vidéo dans ce petit cadre, on va pouvoir vraiment lire une vidéo de façon beaucoup plus immersive, un peu comme on le fait sur Google Street View aujourd'hui, qui a un peu démocratisé justement cette navigation. Aujourd'hui, on peut regarder une vidéo demain et regarder ce qui s'est passé à côté, ou même naviguer directement dans l'image à l'aide d'un smartphone, ou même s'immerger encore plus avec ce qu'on peut avoir comme lunettes de réalité virtuelle. Donc finalement, vous produisez, grâce à Giroptique, du contenu de réalité augmentée. On peut dire ça? On peut dire ça, en fait, il y a énormément d'applications à en faire, tout à fait, ouais, sur le sujet. Alors, combien est-ce que vous êtes aujourd'hui chez Giroptique? Combien d'employés? Quelle équipe? 17. Alors c'est vrai que le profil de la société a largement changé, puisqu'avant c'était essentiellement du marché professionnel. Typiquement, c'était que de la photo déjà. Et les marchés qui étaient intéressés pour dire voilà, on veut capturer l'ensemble d'un environnement, c'était typiquement le marché immobilier, pour visiter une maison de façon beaucoup plus intuitive, de voir une pièce dans son intégralité. Alors, vous étiez au CES là en janvier, et comment est-ce que vous avez été accueillis? Très bien. Donc en fait, après quelques années de développement, on a largement amélioré la technologie, le rendu beaucoup plus compact, et on avait une caméra grand public, qui est cette petite caméra-là, qu'on a lancée il y a quelques mois sur Kickstarter, qui est une plateforme de financement collaboratif où il a eu beaucoup de succès. C'était la plus grosse campagne française sur ce type de financement. Et donc on a été présenté cette caméra, c'est un peu le baptême du feu, au CES, qui est le gros salon d'électronique au monde. Alors c'est toujours un peu intéressant parce qu'on se retrouve sur un parterre de gens qui est extrêmement technophile. On a ça doit être quand même quelque chose un peu stressant, j'imagine, sur place. C'est ça, et puis on a vraiment tout le monde. On a des boîtes énormes comme Sony, Samsung, LG, voilà, des gens comme ça. Et à côté de ça, plein de petites sociétés qui développent des technologies, des savoir-faire. Ce qui est intéressant, c'est que le public là-bas vient autant pour l'un que pour l'autre. Et on est vraiment sur un pied d'égalité finalement. Alors, qui sont vos concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font la même chose que vous sur le marché? Alors pour l'instant, pas tellement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est finalement les premiers à venir avec une caméra qui soit aussi simple à utiliser qu'une caméra standard, sauf que celle-ci capture tout ce qui se passe autour de vous. Il y a d'autres sociétés qui se mettent évidemment sur la même technologie. On pense forcément à GoPro quand on pense petite caméra. Est-ce que GoPro fait on peut filmer en 360 avec GoPro? Alors pas directement en fait. On peut le faire si, un peu comme ce qu'on voit là avec plusieurs optiques, on peut cumuler plusieurs GoPro. Il en faut 7 aujourd'hui pour faire du 360. Donc, et derrière, il faut surtout recoller toutes ces images ensemble, ce qui est un process assez fastidieux et clairement pas intuitif. L'intérêt de la technologie qu'on a développée, c'est de tout faire naturellement dans une caméra qui est aussi simple à utiliser qu'une caméra standard. Alors où est-ce qu'on trouve actuellement Giroptique et à quel prix? Alors aujourd'hui, la caméra est toujours en précommande. Et où est-ce qu'on peut la précommander? Sur le site internet, donc c'est 360.tv, ça c'est facile.
Donc on en voit, c'est un moment excitant pour nous parce que ça, ce sont actuellement des exemplaires de production, donc des premiers exemplaires, première série, qui vont servir de kit de développement. Donc on a quelques caméras qui vont partir ce mois-ci et les caméras finales vont arriver d'ici printemps. Printemps, d'accord. Et à quel prix donc ce sera commercialisé? 499 €. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Fischer? Oui, je voudrais voir. On le branche sur une caméra spécifique. On ne peut pas brancher ça sur mon smartphone. Alors si, en fait, on peut piloter la caméra directement depuis son smartphone. Donc ça, c'est bien l'intégralité de la caméra. Et donc ça permet deux choses. C'est d'une, on pourra aussi prévisualiser ce qu'on fait. On pourra partager directement ses photos ou ses vidéos en ligne. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, une fois qu'on va lire ces vidéos, de la même façon qu'un Street View, voilà, c'est ce qu'on verrait sur une caméra standard. Je ne sais pas si on voit bien, mais on est sur une montagne russe, donc on voit l'avant. Et je vais pouvoir de deux façons, soit directement, si je suis sur une surface mobile, regarder au-dessus de moi ce qui se passe. D'accord, donc on voit en 360, ou à côté, comme si on était voilà. sur le petit train et qu'on ou déplacer carrément l'image pour aller voir ce qui se passe devant et derrière. D'accord. Ouais, je vois devant, je peux les voir derrière. D'accord. Donc en fait, on n'aura plus rien, on prend toute la scène. Bravo. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine où on recevra Quentin Sagné de Devialet et la start-up Lima. À la semaine prochaine.